Merci à tous. Et du coup, donc, je vais tenter de faire aussi bien que Benjamin sur PowerPoint. Alors, je me présente parce que je suis pas lyonnais. À la base, je suis de Lille et je viens d'arriver à Lyon. Donc, je découvre un peu l'envie. C'est magnifique. Donc, voilà, je viens me présenter. J'étais du coup responsable de l'ESA au CHU de Lille et responsable de la consulte sur le TALA au CHU de Lille. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu de répliquer ça alors, sur Lyon, mais dans le plan privé. Du coup, je passe mes conflits d'intérêts. Donc, la commande pour moi aujourd'hui, c'était 15 minutes sur le traitement du TDAH. Alors, 15 minutes, c'est assez rapide. Du coup, j'ai un petit peu rétréci à vraiment la dimension. Voilà, en plus, c'est en fin de journée, c'est très bien. Donc, sur vraiment le traitement et en particulier, du coup, le méthylphénidate que j'ai appelé faire MPH. Alors, c'est ça pour vous dire que chez l'adulte, le traitement médicamenteux est la première ligne. Hein. Ça veut dire autant que chez l'enfant, le traitement médicamenteux peut être en seconde ligne après une première part en psychothérapie. Chez l'adulte, on considère, du moins les NICE guidelines, qui sont les guidelines anglaises, considèrent que le traitement médicamenteux est le traitement de première attention, associé bien évidemment, si possible, à une psychothérapie, mais c'est le traitement de première attention chez un patient TDAH. D'accord. Donc dire à un patient, on va attendre de voir comment ça évolue, sans mettre de traitement par MPH et ne pas conseillé, en tout cas par les guidelines. Alors, Benjamin l'a déjà expliqué, mais on a une offre de thérapeutique qui est assez faible en France, puisque l'on a que 2 molécules disponibles. Enfin, une en ATU, donc l'atomoxétine qui ne compte pas vraiment, et surtout le méthylphénidate et la clonidine qui est utilisée plus par les confrères neuropédiatres avant 6 ans. D'accord, puisque le MPH n'a pas la même, me semble-t-il, chez l'enfant avant 6 ans, je crois. C'est un traitement qui peut être utilisé du coup par les collègues neuropédiatres dans l'attente de pouvoir introduire le MPH. Quand on regarde un petit peu l'évolution des prescriptions de MPH depuis 2000, on voit qu'il y a vraiment une majoration qui est importante avec une évolution qui est linéaire. Cette cassure à partir de 2000, en fait, elle correspond plus ou moins à l'introduction des formes à libération prolongée. Ça veut dire qu'auparavant, il n'y avait que les formes à libération immédiate, et sont arrivées dans les années 2000 les formes à libération prolongée, ce qui a entraîné du coup une majoration des prescriptions. Et la prescription qui, initialement, doit être, j'en parlerai après, mais hospitalière. D'accord. Ça veut dire qu'un médecin libéral n'a, en théorie, s'il n'y a pas de vocation hospitalière, pas le droit de prescrire. C'est un traitement stupéfiant. Et donc, c'est forcément un médecin hospitalier, que ce soit privé ou public. Ça peut être les deux. Mais il faut qu'il y ait une vocation hospitalière. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces données-là, on voit que dans environ un tiers des cas, c'est un médecin libéral qui n'a pas de vocation hospitalière qui a primo-prescrit ce traitement. D'accord. Ce qui signifie qu'il y a un manque de formation, un manque de connaissance de ça, et surtout que c'est, d'un point de vue médico-légal, c'est assez dangereux pour le praticien qui est prescrit en libéral. Et ça fait du coup écho à ce que Benjamin a montré sur sa slide précédente, on regarde au niveau européen, on voit que la France est le pays qui prescrit, à part l'Italie qui est encore pire que nous, on est le pays qui prescrit le moins de traitements par MPH. Les premiers étant les pays du Nord. Alors là, c'est pas écrit ici, mais c'est l'Islande qui vraiment détient la palme du plus grand nombre de patients traités par rapport au nombre d'habitants. Et ensuite, les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est avant les pays du Nord, parce que au niveau mondial, le méthylphénidate n'est pas le traitement le plus prescrit pour le TDAH. C'est la liste d'hexamphétamine, qui est le traitement qui, au niveau mondial, est vraiment en tête. Mais en France, puisqu'on n'a que ça, on ne parlera que de celui-là. Pareil, chez l'adulte, vous allez voir que c'est relativement anecdotique puisque l'on est sur 2014 à moins de 10 000 prescriptions sur le territoire national pour l'adulte. Donc c'est vraiment infime. L'immense majorité des prescriptions qui ont été faites sont encore pour les enfants. D'accord. Des primo-prescriptions chez l'adulte, c'est vraiment très très rare et dans l'immense majorité des cas, c'est dans des continuations de traitement, une fois les patients arrivés à 18 ans. Donc, on voit moins de 10 000 patients traités en 2014. C'est avant tout des patients qui sont mineurs pour les primo-prescriptions. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que chez l'adulte, donc quasiment un cas sur deux, c'est une prescription, la prescription n'est pas reconduite. Dans le sens où bien souvent, les patients essayent, ça marche pas, ou alors c'est pas bien prescrit, et ils arrêtent en se disant, bah, c'est bon, je suis pas TDAH, ou alors je suis là, mais ça marche pas, donc autrement dit, je suis condamné à souffrir comme ça sans aucun traitement. Ce qu'on verra ensuite, c'est qu'il est hyper important lorsqu'un traitement par MPH est instauré. Si jamais ça ne marche pas, il y a différentes spécialités, il faut essayer une autre spécialité. Pourquoi? Personne ne sait, personne n'en sait rien, mais toujours est-il que, même si c'est la même molécule,
la forme de libération peut être différente et elle peut avoir un impact bien meilleur en fonction du patient. Alors, la Ritaline, qui est un nom commercial du MPH, a été créée dans les années 50 par Monsieur Pananzon, et Rita, en fait, était sa femme. Et donc, il a testé le traitement sur elle initialement, et il s'est rendu compte qu'elle jouait mieux au tennis. Ça a été une sorte de truc qui a été, elle venait, voilà, elle était beaucoup plus attentive au tennis, et il s'est dit tiens, c'est marrant, il y a un truc à faire. Et c'est pour ça que Ritaline vient de Rita, en hommage à sa femme. Alors, comment ça marche la Ritaline? Ça marche par une action sur la dopa et la noradrénaline. En fait, ça vient un peu comme un ICRS inhibe la recapture de la sérotonine, d'accord? Et bien, le MPH inhibe la recapture de la dopamine. Donc, c'est un peu un antidépresseur pour la dopamine, d'accord? Et aussi sur un noradré, mais c'est moins fini au niveau, ça marche, enfin, c'est un peu moins fort. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très proche de la cocaïne, qui a l'effet similaire, mais la cocaïne a une version qui est beaucoup plus rapide et du coup beaucoup plus addictive, ce qui n'est pas le cas du MPH. Quelles sont les différences entre les différents traitements? Alors, je ne l'ai pas marqué ici parce que je voulais faire relativement court. Il y a différentes formulations. Il y a, alors je ne vais pas les citer, mais au moins les principales, le Budikinet, le Quasim, le Concerta, et la Ritaline LP et LI, qui sont donc les différentes versions commercialisées. Grosso modo, il n'y a pas une étude qui montre qu'une forme est plus efficace que l'autre. Ce qui va varier, c'est la manière dont elle se libère en fonction du temps. Il y a des profils 50-50, des profils qui sont plutôt le matin ou d'autres sur l'après-midi. Donc ça, c'est intéressant à voir en fonction du patient. Si, par exemple, il doit être plus attentif le matin à l'école et ensuite l'après-midi les sports, il vaut mieux faire un profil qui est plus le matin que l'après-midi, sans quoi ça n'aura pas vraiment d'intérêt de le charger en MPH si l'après-midi il n'a pas besoin. Quelle efficacité? Eh bien, alors ça marche plutôt très bien, d'accord? On parle d'un effet de taille de 0,9 à 1,3. Pour un ordre de grandeur, les meilleurs antipsychotiques sur la psychose marchent à ce qu'on appelle la 0,8, hein, c'est un effet de taille. Donc ça marche quasiment aussi bien que les meilleurs antipsychotiques sur la psychose. La posologie optimale est d'environ 1 mg par kilo. Alors chez l'adulte, on va un peu moins fort, hein. Chez l'enfant, c'est souvent le cas. Chez l'adulte, on ne va pas forcément sur des doses aussi élevées. Et c'est dans l'ensemble bien toléré. Les messages à retenir sur les effets indésirables. Si vous avez un doute sur une éventuelle bipolarité du patient, parfois bipolarité et TDAH, c'est un peu compliqué à faire le distinguo. Il faut bien reprendre dans l'enfance ce qui était présent, ce qui n'est pas, ce qui est une fluctuation thymique ou c'est plutôt une labilité émotionnelle, c'est pas la même chose. Le message à retenir, c'est si vous avez un doute sur un trouble bipolaire, ne mettez pas de MPH sans qu'il y ait un traitement thymorégulateur associé. Sans quoi, le risque de manie est vraiment décuplé. Ce papier, c'est Victorin qui l'a fait en 2016, qui montre que s'il n'y a pas de traitement thymorégulateur, je crois que c'est fois 18 le risque de manie chez un patient qui est traité par MPH. Donc c'est assez dangereux et d'un point de vue médico-légal, c'est assez risqué. Il y a aussi des problèmes, des risques de majoration de l'anxiété. Hein. Il faut savoir que les patients, donc, comme on dit tout à l'heure, la comorbidité psychiatrique est la règle et non l'exception chez les patients TDAH. Quasiment tous ont un trouble anxieux associé. Et donc, on peut venir voir comme ça des troubles anxieux qui se majorent lorsque l'on met le traitement par MPH. Donc, il faut bien penser à ça et à bien le monitorer. Et enfin, et surtout, la question des effets indésirables cardiovasculaires. Il n'y a aucune recommandation qui oblige un ECG avant l'introduction, mais toutes maintenant conseillent un examen cardiovasculaire. Alors, je vous laisse voir quelle est la différence entre les deux choses. Moi, je parle parti d'envoyer un cardiologue avant ou de faire un bilan cardiologique avant toute primo-prescription chez un adulte. Mais on pourra en discuter ensuite. C'est pas forcément évident parce que les cardios sont tous débordés. Et ça, voilà, parfois, les patients sont un peu pressés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais à mon sens, c'est délicat de primo-prescrire un traitement par MPH si on n'a pas un cardio qui a au moins mis un coup de stéto pour être sûr que tout va bien. Et dans tous les cas, ces effets indésirables peuvent être réduits et en partie évités si on titre. C'est un peu comme la morphine. On ne va pas mettre de la morphinique à haute dose dès le départ. Là, le MPH, c'est pareil. Il faut même le titrer à raison d'environ 10 mg par semaine. On augmente au fur et à mesure et on voit un petit peu comment ça va. Commencer un traitement à haute dose chez un patient qui est naïf et risqué. Et surtout, on a comme ça des patients qui disent « moi, j'étais hyper angoissé, ça ne marche pas », alors que si, ça aurait pu très bien marcher si on était parti à petite dose et on avait comme ça majoré progressivement. Le but, hein, c'est de trouver la dose optimale sans effet indésirable. Si on commence directement à des doses très élevées, on risque de louper ça. Surtout,
ne pas hésiter à changer de forme. Alors pourquoi? Je n'ai pas la réponse et je ne suis pas sûr que voilà, mais toujours est-il, on peut commencer un traitement par MPH avec une formule commerciale. Le patient n'aime pas trop, il y a des effets indésirables. Ça serait une erreur de se dire, bah, j'arrête là, d'accord? En théorie, en Angleterre, on considère que 6 semaines d'échec de traitement, on devrait passer à une autre molécule. Sauf qu'en France, on n'a qu'une seule molécule qui est commercialisée sous différents noms, différents labos, mais ça vaut le coup de changer de labo ou de molécule s'il n'y a pas de réponse. Parce que parfois, pourquoi je n'en sais rien, mais ça marchera mieux avec une forme de libération par rapport à l'autre. La question du mésusage, qui est très souvent un argument qu'on entend de la part de collègues en disant c'est de la drogue que vous donnez à vos patients, c'est dangereux, ils vont être addicts. Alors, ça se voit en effet, surtout chez les formes à libération immédiate, pas les formes à LP, et principalement chez des patients qui avaient déjà par le passé un trouble d'usage de substance. Un patient qui n'a jamais musé, il est il est très peu probable qu'il ait réalisé un traitement, surtout une forme LP. Les formes LI, c'est moins le cas. Après, il y a certaines villes où c'est plus compliqué. Marseille est connu pour un trafic de cocaïne et de MPH, qui est un peu la cocaïne du pauvre là-bas. Mais à part Marseille et aussi Roubaix, un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, on voit moins ça. Enfin, évidemment, et c'est le point qu'on pourra, je pense, discuter ensemble, c'est un traitement qui est hors AMM, ce qui implique que c'est la responsabilité du praticien comme pour tout traitement, mais en effet, on peut venir demander au praticien de justifier sa prescription et éventuellement de la rembourser si il s'avère que le médecin de la caisse est un peu tatillon ou estime qu'il y a une prescription qui n'est pas adaptée. C'est arrivé à des confrères dans le reste de la France qui ont été convoqués par la caisse en demandant pourquoi tant de prescription et qui ont dû rembourser plusieurs années de traitement pour plusieurs dizaines de patients. Vous imaginez que c'est compliqué. Et donc là, c'est voilà, une commission qui se met en place. Donc il faut bien faire attention. Il y a différentes solutions pour peut-être éventuellement amoindrir le risque. On pourra en discuter, notamment ce qu'on appelle nous à Lille la CAMTA, qui est un système de collégial de prescription, éventuellement avec aussi les universitaires qui peuvent faire un peu office de parapluie par rapport à ça. Mais on en parlera en discussion. Et évidemment, et je termine là-dessus, c'est donc un stupéfiant, enfin, c'est sur urgence pour stupéfiant, ce qui veut dire que la primo-prescription doit être hospitalière, c'est réservé aux psychiatres, aux pédiatres et aux neurologues, 28 jours sur urgence sécurisée, écrit en toutes lettres. Et l'ordonnance doit être exécutée dans les 3 jours. Voilà, c'était vraiment rapide. Le but, c'était de faire un petit diaporama sur le traitement. Le but, c'est qu'on puisse maintenant en parler parce que je pense qu'il y a plein de questions et je vous remercie.